Des exemples de lutte non violente. Eh bien, le choix, en fait, il est immense. Il y en a eu beaucoup et il y en a encore partout, même si on n'en est pas complètement conscient. Alors, j'ai envie d'abord de vous parler de Leymah Gbowee. Leymah Gbowee est une femme libérienne, mère de famille, travailleuse sociale. Et c'est une femme qui, en 2002-2003, a organisé des milliers d'autres femmes musulmanes et chrétiennes pour protester une guerre de 10 ans qui avait un effet terrible sur les jeunes femmes et les jeunes filles et les hommes aussi. Elles ont occupé les rues, elles ont prié, elles ont chanté, elles ont bloqué, elles ont organisé une grève du sexe très efficace jusqu'à pousser le président du pays alors à aller aux tables de négociation. Mais elles ne se sont pas arrêtées là, elles n'ont pas juste laissé les hommes négocier, elles sont allées, des centaines d'elles, elles ont entouré le bâtiment et elles n'ont pas laissé les personnes sortir avec leurs t-shirts blancs, elles les ont bloqués jusqu'à ce qu'ils signent. Et quand on a menacé de les arrêter, elles ont menacé de se dévêtir, ce qui est une malédiction. Eh bien, elles ont gagné, ces femmes-là, elles ont gagné la paix et ensuite elles se sont mobilisées et elles ont réussi à faire élire la première femme présidente du continent africain. Leymah Gbowee, elle a reçu le prix Nobel de la paix en 2011. Alors, on ne va pas l'oublier, mais il y a des milliers de Leymah Gbowee et je suis sûre que si vous regardez autour de vous, vous allez en trouver des Leymah Gbowee. Et ça, c'est quelque chose de précieux qu'on ne voit pas souvent. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est les petits paysans indiens qui se sont mobilisés en 2020 pour protester contre une réforme des prix agricoles qui était organisée en Inde par le président Narendra Modi. Et c'était une réforme qui donnait beaucoup plus de pouvoir aux grandes corporations agricoles. Et bien pareil, alors il y a une grande tradition en Inde de marche et ils se sont mobilisés et ils ont décidé dans un mouvement qui s'appelle Dilli Chalot de marcher vers Delhi. Et ils ont marché des dizaines de milliers, ils sont allés vers Delhi. Et le gouvernement a essayé de les bloquer violemment pour ne pas qu'ils rentrent dans la région, pour ne pas qu'ils rentrent dans la ville. Mais ils ont réussi. Ils ont entouré Delhi et ils ont campé, ils ont habité les différents autoroutes autour de Delhi. Et ils sont restés. Il y a eu une bataille juridique, on a menacé de les expulser. Rappelez-vous que c'était au milieu du Covid, c'était absolument infernal. Et ils sont restés. En janvier 21, la Cour suprême a suspendu la loi. En novembre, elle a été annulée. Alors ils sont rentrés chez eux, mais ils restent très vigilants et ils recommencent parce que ça recommence toujours, ce genre de bataille-là. Et puis, pour que vous ne pensiez pas qu'il n'y a que des exemples africains ou asiatiques, je vais vous donner un troisième exemple. Et c'est un exemple qui m'est très cher, très personnel, parce que c'est un exemple qui vient d'une petite ville allemande, de ma famille allemande, à Bad Nenndorf, au nord de l'Allemagne, une petite ville de 10 000 habitants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? Eh bien, en 2005, des historiens ont montré qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Britanniques qui occupaient la région avaient mis dans cette ville un centre d'interrogatoire et un centre de prisonniers dans lequel il y a eu de la torture, des choses extrêmement dures. Alors ça, c'est l'histoire. C'est dur, c'est triste et il faut le savoir. Mais ce qui s'est passé après, c'est que des groupes nazis se sont saisis de cet événement et ont obtenu l'autorisation d'aller faire une marche du souvenir tous les ans à Bad Nenndorf pour se rappeler de ces prisonniers martyrisés. Alors initialement, les habitants du village ont simplement ignoré ces nazis dans la ville. Mais chaque année, ils revenaient plus nombreux, avec plus de drapeaux et plus imposants dans l'espace public. Alors à partir de 2008-2009, la ville s'est rebellée. Et elle s'est organisée pour répondre à ce qui pour elle était une nouvelle forme de peste brune. Et donc, ils ont nommé leur organisation Bad Nenndorf, c'est le nom de la ville, Bad Nenndorf ist bunt. Ça veut dire Bad Nenndorf est coloré. Toute l'année, les grands-mères tricotaient des manchons colorés pour entourer les arbres sur le chemin de la manifestation. Les rues étaient décorées au crayon par les enfants. Les riverains organisaient des fêtes de jardin avec de la musique très forte internationale. Les églises faisaient des services œcuméniques, des services interreligieux aussi. On a participé, famille, enfants, à des chaînes humaines. Il y a eu des contre-manifestations. Et puis, il y a eu des gens qui sont allés s'enchaîner sur les rails pour empêcher les trains de nazis d'arriver. Il y a eu une bataille juridique aussi
car on a essayé d'interdire les contre-manifestations et ils ont gagné devant les cours. Ça a duré 2, 3, 4, 5 ans. En 2016, les nazis ont renoncé à venir marcher dans Bad Nenndorf. C'était une grande victoire pour la ville. Mais Bad Nenndorf-Isbund existe toujours. Il existe toujours parce que la violence de l'extrême droite est en train de revenir. Et on a besoin d'événements toute l'année, pédagogiques, religieux, œcuméniques, pour savoir comment réagir à ça. Et donc, ces 3 exemples, en fait, je voudrais partager 3 choses qui me sont importantes. D'abord, les mots, les symboles, les couleurs, c'est important. Les femmes en t-shirt blanc du Libéria, qui étaient très visibles dans l'espace public, les arbres tricotés de toutes les couleurs. Tout ça, ça nous dit que l'espace public, il faut qu'on le reclaim, qu'on le récupère, qu'on ne le laisse pas à des mots, à des saluts nazis, à des choses qui sont terribles. On doit le défendre, cet espace public, il est précieux. La deuxième chose, c'est que les droits ne sont jamais définitivement acquis. Les droits des femmes, des minorités, les droits de l'homme, la démocratie, la loi, tout ça, c'est un patrimoine, il est fragile, et il faut le défendre. Et ça, c'est vraiment important. Et donc, c'est une lutte de long terme. Les paysans sont sur le qui-vive, les Bad Nenndorfiens sont sur le qui-vive, les femmes libériennes ont beaucoup de choses encore à vivre. Et cette bataille est donc de long terme. Et je dirais que le dernier point qui est important, c'est de se dire que c'est important de raconter ces histoires. Il faut les raconter, je les ai racontées très vite, mais il faut les raconter avec des nuances. Et il faut faire très attention aux mémoires qui sont là. Toutes les mémoires et toutes les histoires peuvent être manipulées, comme les mémoires nazies par exemple. Et donc, je vous invite vraiment à creuser ces histoires, à aller en voir toutes les facettes et les nuances pour se nourrir de ce qui ont été les grandes batailles invisibles qui font nos droits aujourd'hui.